Voilà, on va refaire la vidéo sur les masques parce que la première, elle était pas, franchement pas à mon avantage. J'étais crevé, j'avais passé 24 heures à essayer de régler cette machine, à me débrouiller avec. Maintenant, j'ai pris un peu plus d'aisance, donc normalement, elle va plus trop m'emmerder. Donc, on va pouvoir voir la création d'un masque en temps réel, parce qu'en fait, ça prend pas beaucoup de temps. Je vais rappeler donc en vitesse le matériel que j'utilise, la technique que j'utilise. Et donc vous demandez d'en fabriquer tous pour les distribuer aux personnes qui sont en première ligne, c'est-à-dire nos médecins, nos infirmières et les caissières des magasins, si on veut continuer à être ravitaillés et qu'elles ne tombent pas malades. Donc c'est notre intérêt à tous, et d'abord dans le leur, mais aussi dans le nôtre, de pallier aux lacunes de l'État. Je vais mettre aussi au point, préciser quelques points par rapport à la fin de ma vidéo, là où je parlais des traitements et où je me laissais un peu aller à ma colère. Donc depuis, des choses ont changé dans les médias, des nouvelles découvertes ont été faites. Le confinement s'est aggravé, plein de magasins sont fermés, la vie économique du pays est à plat. Donc il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qu'il va falloir préciser. Mais on va revenir d'abord sur les masques. Donc je réexplique parce qu'en fait on va pouvoir économiser d'élastique, j'ai pris la mesure, la bonne mesure. Et je redonne mes petits détails. Donc, avant toute chose, pour ne pas contaminer les masques avec d'autres pathogènes si on n'a pas le coronavirus, ou avec le coronavirus si on l'a déjà, on se désinfecte les mains. Ici, c'est du Dettol. Donc, c'est ceci. Chloroxylénol. Décidément, tout commence par chloro. Donc, chloroxylénol. On peut faire avec ceci des seaux et des seaux de désinfectants, pas besoin d'acheter du gel hydroalcoolique qui coûte une fortune et qui est en fait une arnaque. Parce qu'en plus, c'est pas le gel hydroalcoolique qui désinfecte, c'est l'alcool qui lui coûte beaucoup moins cher aussi. Donc je mets un peu de Dettol, dilué, du Dettol dilué bien sûr. J'en mets sur les mains pour les désinfecter. Normalement, mais là je vais pas le faire parce que je vais pas aller. Normalement, il faut bien se rincer les mains avec de l'eau après, parce que si on en utilise toute la journée, à la fin le Dettol peut être irritant. Donc on se rince bien les mains. Important aussi, on doit avoir les ongles courts, parce que ça sert à rien de mettre du Dettol, du gel hydroalcoolique avec des ongles comme ça, parce que les germes se mettent en dessous. Mais bon, ça c'est une mesure d'hygiène quotidienne, je veux dire. C'est pas pour le coronavirus qu'il faut avoir les ongles courts. Voilà. Donc mon Dettol dilué, j'en ai parlé. Mon matériel, donc j'utilise ceci. Pernel, va falloir faire une mise au point. Ce sont des filtres d'aspirateur que j'ai acheté chez Action. Ils coûtent 1,99 € pour une boîte de 5. Avec la boîte de 5, on n'en fait pas 12, mais bien 15 masques. Donc l'intérêt, donc, c'est ceci. C'est qu'ils sont antibactériens et que c'est de la fibre polyester, donc la microfibre polyester, donc c'est pas du coton, donc on n'a pas les inconvénients des masques au coton ou qui deviennent des bouillons de culture après quelques minutes. Voilà. Donc les filtres se présentent comme ceci. Filtre d'aspirateur. On détache la partie en plastique en évitant de tout arracher pour ne pas faire des déchirures dans le tissu. Voilà, on enlève ceci, on n'en a pas besoin. Donc on se retrouve avec un filtre, une sorte de sac comme ça, avec un trou excentré. On va plier dans ce sens-ci pour récupérer deux grandes parties ici de matière qui permettront de faire le troisième masque. Donc on va avoir deux demi, une demi, une demi, et avec les deux bouts ici, on peut encore refaire un troisième morceau qui permettra de faire un troisième masque. Donc avec un filtre d'aspirateur, on fait 3 masques. Donc on le plie dans ce sens-ci, et pas dans ce sens-ci, parce que alors le trou excentré se retrouverait là, et on n'aurait qu'une petite bande à récupérer. Donc on songe à le couper dans le bon sens. Voilà, j'y vais. Voilà. Donc on se retrouve avec un sac en 4 épaisseurs en fait. Il y a un tissu plus épais et poreux ici, et alors une seconde membrane ici qui elle sera contre la bouche et qui sert vraiment de barrière virale et bactérienne.
Et puis le coronavirus, c'est un macrovirus, donc à mon avis, la protection bactérienne marche aussi sur le coronavirus, quoi, puisque c'est un virus de grosse taille. Donc c'est en fait 4 épaisseurs. Hein. Donc là, ici, j'enlève l'arrière, les parties avec lesquelles donc je pourrais refaire un masque par la suite. Voilà. Ah ouais, j'ai peaufiné les techniques, hein, des techniques de découpage également. Hop. Donc ceci, je garde. Ici, je vais préparer le deuxième aussi. Oh bah, enfin oui, je vais le faire, allez. Voilà. Donc, bien séparer, pas prendre dans l'épaisseur ici, il faut pas couper cette matière-là. Enfin, on doit avoir une couche avec sa membrane de protection là, et l'autre ici avec la membrane de protection par là. Donc bien séparer les deux, ne pas les couper au plein milieu. On y va. Ouais. Je suis bien entre les deux. Ok. Donc voilà, on obtient 2 pièces qui vont faire 2 masques et on obtient 2 restes comme ceci qui, une fois assemblés l'un sur l'autre, donc vont donner une pièce comme ceci qui a la même taille que celle-là, donc on pourra faire un masque supplémentaire. Voilà. Je n'en garde qu'une pour la démonstration. L'élastique, la mesure c'est 1 fois la longueur du masque, 2 fois, et puis un peu plus que la moitié. Pas besoin d'en prendre 3 et un excédent. Donc voilà, un peu plus que la moitié. Hop. Donc 2 fois et demi, 2 fois et un peu plus qu'demi. Élastique. Voilà. Le fil de fer, pas besoin, s'il est assez épais, pas besoin de faire un double fil. J'ai testé avec une seule épaisseur de fil, ça marche aussi. Donc, une pince, on coupe le bout de la partie métallique. Voilà. J'ai mon élastique, j'ai mon fil de fer, j'ai mon tissu, j'ai ma loupe pour enfiler le cas échéant. J'ai tout. Et donc, on va faire des masques comme ceci, pour rappel, donc, un masque avec une structure métallique qui maintient bien le masque hermétiquement autour du nez, et des élastiques sur le côté, et alors la fixation donc par l'arrière de la tête, au lieu d'autour des oreilles, parce que ça permet de croiser les élastiques, et donc d'avoir de rendre le masque encore plus hermétique à l'avant des oreilles. C'est important parce que j'ai vu des masques fabriqués par des couturières de bonne volonté, bien sûr, qui faisaient des masques en coton. D'abord, c'est pas la meilleure matière, mais en plus des masques complètement ouverts sur le dessous et au niveau du nez. Donc ça sert forcément à rien, ces masques-là, parce que des projections ou bien des aérosols peuvent pénétrer sur les côtés, peuvent pénétrer par le dessus. Le but d'un masque, c'est de filtrer à travers sa matière. Donc il doit être hermétique au niveau du nez, doit être hermétique ici et hermétique au menton, pour que la respiration, l'air qu'on va respirer passe à travers le masque et soit filtré par le masque et ne passe pas sur les côtés, sur le dessus, sur le dessous, où ça ne servirait à rien. Voilà. Donc, comme j'ai expliqué, donc on a un filtre avec deux couches. La couche non poreuse et la plus fine sera sur la bouche. Donc c'est la partie du masque, la partie de mon tissu que je vais garder vers le haut. L'autre partie donc sera exposée à l'extérieur. Elle sera vers le bas lors de mon travail de couture. Le petit fil métallique, je le pose ici, au bord. Je fais un pli. Et je donne un coup de couture tout le long. Pas besoin de faire des allers-retours puisque cette partie-ci va être prise dans l'élastique. Donc il n'y a pas besoin de faire un aller-retour au départ. On y va directement d'un trait jusqu'au bout. Un pédale qui est là-bas bien loin. Voilà. Voilà. Je coupe mes fils immédiatement. Je prends l'habitude de les couper tout de suite, comme ça, je ne me retrouve pas avec des fils qui pendent dans tous les coins. Donc, j'ai ma partie métallique, cette fois-ci, elle est maintenue. Je vais faire deux petites coutures sur les côtés
ici et là pour empêcher que la partie métallique ne coulisse dans mon bord. Voilà. Bon, je sens avec le doigt où se trouve le métal. Je pose le pied de biche juste à côté afin d'éviter que mon aiguille n'éclate en touchant la partie métallique, évidemment. Donc quelques allers-retours ici simplement. Hop. Et voilà. Je fais la même chose. Je fais d'abord recoulisser le métal vers la couture que je viens de faire pour le recentrer un peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pose mon pied de biche au bon endroit, le plus près possible du métal. Quelques allers-retours. Il faut pas trop insister. Hein. Le but, c'est pas la résistance sur des années. Et le but, c'est de coincer la pièce de métal. Donc voilà, mon bord est fait, mes deux pièces sont faites. Je prends mon élastique, toujours avec la partie donc la moins non poreuse, quoi, je vais dire la plus fine, vers le haut. Je pose mon élastique sur le bord, je plie mon tissu, j'engage la couture. Cette fois-ci, je vais faire quelques allers-retours parce qu'il s'agit de bien coincer l'élastique parce qu'on va exercer une traction dessus, donc il ne faut pas que ça se détache. Donc je fais quelques allers-retours. Voilà. La colombe, Pernelle, pardon, tu vas venir par ici pour filmer le détail. Donc, la première fois, je l'avais raté, j'essayais de viser l'élastique, j'essayais de piquer dans l'élastique, j'avais piqué à côté et l'élastique était ressorti. C'est pas nécessaire de piquer dans l'élastique, il peut coulisser à l'intérieur de la coulisse qu'on va faire ici. Donc, je pars avec mon aiguille ici sur le côté, je frôle le bord et puis je reviens dans l'élastique à ce niveau-ci, je fais quelques allers-retours pour le fixer. Et pendant ma couture, donc je tends l'élastique pour avoir l'effet de fronce. Voilà, je le tends, je plie et je maintiens derrière un petit peu pour soulager la machine. Comme elle va être en traction, il faut que le pied de biche puisse faire avancer le tissu. Donc voilà, on revient là, quelques allers-retours. Voilà, c'est fait. Je coupe mes fils. Je vérifie, là j'avais déjà coupé, c'est bien. Je commence à avoir de la technique. Hein. Voilà, ici, je repose toujours mon tissu à la partie fine vers le haut. Mon élastique, je vais donc le faire passer ici, puis je vais revenir jusqu'au milieu de l'autre côté. Je laisse un peu d'aisance, voilà. Pour dire que ça fasse bien le tour de la tête sans être gênant. Et si c'est trop long, ben, on pourra faire un petit nœud derrière la tête. Voilà, je plie, même principe, je plie. Je fais quelques allers-retours. Bah, tu peux reprendre de face peut-être, Pernelle, pour avoir la vue d'ensemble toujours. Je fais quelques allers-retours. Voilà. Je tends mon élastique et je pars donc par le bord. Je me maintiens derrière. Ah non! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas encore dans une canette. Voilà, elle est bien coincée, quoi. On va faire une pause et je débloque cette canette. C'est encore mon aiguille qui a été piquée dans je sais pas quoi. Fais la pause. Donc voilà, je reprends. Donc j'avais commencé ma couture. Je vais la reprendre où elle était. On va faire dans toute la longueur, hein, en tendant l'élastique. Je tends. Quelques allers-retours pour terminer. Voilà. Je coupe mes fils. Donc on obtient une fronce sur le côté. On a une demi-fronce ici. Donc là, l'élastique a la bonne longueur puisqu'on l'avait calculé tout à l'heure, de longueur et demie de masque. Je viens l'insérer ici en dessous. Je vais partir perpendiculairement pour
capturer l'élastique en le saisissant. Ensuite, je laisserai mon aiguille plantée et je vais effectuer une rotation et revenir dans la longueur en tendant l'élastique. C'est la façon la plus facile, la plus rapide. Voilà, j'enfonce mon aiguille. Voilà, j'effectue ma rotation. Ah, l'élastique n'était pas pris. Ah, je taille, là j'ai cousu pour rien. Allez, on recommence. Je le mets à l'intérieur. Je pars. Je vais bien le mettre cette fois. Je pars latéralement. Je pique mon aiguille. Je fais une rotation en soulevant le pied de biche. Je passe le pied de biche. Je tire sur mon élastique. Et je couds. Je reviens dans mon élastique. Quelques allers-retours. Et voilà. On a presque fini. Donc, on a nos deux côtés qui sont fixés. Ici, j'ai ma partie métallique, elle est droite. Donc je vérifie cette fois-ci pour ne plus avoir la même blague que l'autre fois. Je vérifie bien que ma partie lisse est par ici. Donc le nez va sortir par la forme du nez. Donc je prends la partie métallique, je la plie au milieu, comme ceci, une légère forme. Et je donne deux petits plis sur le côté comme ça, pour donner cette forme-ci au masque. Les personnes qui mettront le masque l'adapteront à la forme de leur nez en la resserrant, en l'écartant, pour obtenir le meilleur effet hermétique et le moins de gêne possible au niveau du nez. Maintenant, on reste à faire la courbure sous le menton pour que le masque ne flotte pas. Donc, je mets mes doigts de chaque côté du milieu, donc je prends comme repère le pli du nez, les doigts à peu près de chaque côté, et je fais un simple pli comme ceci. Je plie, voilà, et donc je me retrouve avec 3 épaisseurs. Là, je fais quelques allers-retours simplement pour maintenir la chose. Et voilà, et c'est déjà terminé. Le masque est fini. Hein, presque fini. Il reste encore un fil à couper. Le masque est fini. Donc il se présente comme ceci. Donc il a sa courbure sous le menton. Je vais le mettre donc comme ça, vous pourrez voir. L'astuce donc c'est de croiser les élastiques une fois qu'il est sur la tête pour bien refermer ici au niveau de l'avant des oreilles. On peut en faire plein, donc hein, ça va très vite. Vous avez vu, ici j'en ai fait plein. Hier j'en avais fait une dizaine, je suis allé les porter à l'hôpital Tilorio, à Soigny. J'en ai fait après encore vite une dizaine pour aller porter aux caissières du Carrefour. J'en ai donné un peu à la maison médicale, j'en ai donné à mon médecin traitant. J'essaie d'en faire un maximum. J'ai été racheter des boîtes chez Action, parce que je parle d'Action, c'est pas, je m'en fous, j'ai pas d'Action chez Action, mais c'est parce que c'est le seul endroit où ils sont vendus aussi peu cher. Ailleurs, j'en ai retrouvé, mais ça coûtait 7 € pour 5, donc là ça sortait de mes budgets. Donc là, avec, comme je dis, avec 1,99 €, donc 2 €, on peut faire 15 masques, 2 € et un peu d'élastique. Là, c'est plus dur maintenant, parce que là, il y en avait plus chez Action d'élastique. Donc je dois me débrouiller avec les réserves que je trouve de maman qui lui restaient. On peut couper, ici j'avais des bandes larges, j'en ai coupé 3 dans la largeur pour obtenir des élastiques de ce format. Voilà. J'avais expliqué comment les stériliser donc par le froid. C'est-à-dire je les mets dans un sac plastique, que j'indique sur le sac plastique le nombre de masques, je ferme bien le sac plastique et je les mets au congélateur 24 heures. Comme ça, le froid tuera les pathogènes éventuels, les germes, les microbes que j'aurais pu mettre par mes mains dessus, ou un éventuel coronavirus dont je serais porteur sain, puisque on a décidé de ne plus faire de tests. Hein. Donc je vous montre. On passe la partie inférieure. On met celle-ci.
et on croise. Bon, tout le monde n'a pas des dreadlocks, donc c'est plus simple pour les infirmières. Moi, je m'en fais des formats spéciaux un peu plus larges. Hein. Voilà. Donc, on serre bien au niveau du nez pour obtenir un bon effet hermétique. En plus, pourquoi obtenir un bon effet hermétique ici? Parce que la protection ne sert à rien si on ne met que le masque et qu'il s'agit vraiment d'une contamination par aérosol. Donc, la protection idéale, ce serait de porter également des lunettes. Or, si on porte des lunettes et qu'il n'y a pas une herméticité à ce niveau-ci du nez, au bout de 30 secondes, les lunettes sont remplies de buée et on voit plus rien. Donc, tandis que quand c'est bien fermé comme ça, l'air passe ici, ne passe pas là, puisqu'il y a croisement. On peut améliorer en faisant rentrer cette partie-là dessous. Alors, il est un peu petit pour moi, à cause des dreadlocks, hein, je vous le dis. Voilà. Donc, on obtient une bonne herméticité à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, donc l'air à ce moment-là est filtré réellement. Que dire encore au sujet de ce masque? Des détails qui seraient importants. Je n'en vois plus que ça. Oui, une fois qu'on a mis le masque, il ne faut plus le toucher. Donc, il faut se désinfecter les mains avant de toucher le masque. Pour le porteur, celui qui va le porter, on se désinfecte les mains avant. On met le masque avec les mains propres, désinfectées. On l'ajuste au niveau du nez, on l'ajuste au niveau du menton, on l'ajuste au niveau des oreilles, on place l'élastique qu'il faut. Et après, le principe, c'est de plus y toucher. Parce que si, j'en ai vu plein, je suis allé longtemps chez Action, il y avait des gens qui avaient fait leur masque avec du coton, des masques qui flottaient, des masques où les aérosols passaient sur le côté, des masques qui servent à rien. Donc, le principe de protection d'un masque, c'est d'être hermétique, de filtrer comme ceci, et de plus être touché, ne plus être contaminé par le fait qu'on ait touché un caddie, le fait que qu'on ait manipulé des choses, et même pas par des dreadlocks. Hein, idéalement, si on a un personnel traitant, on attache ses cheveux. Si on a des dreadlocks, on les met dans les plastiques avec élastique là qui servent à recouvrir les plats et qui ressemblent à des bonnets de douche. Donc on maintient ses cheveux loin du masque et on ne touche plus, Et au moment d'enlever le masque, même chose, on se désinfecte les mains parce que si on enlève le masque avec des mains contaminées, on risque de se contaminer soi-même dès que le masque sera enlevé. Donc on se désinfecte les mains, on enlève le masque, on le jette. Ceux-ci sont faits pour être jetés, pas pour être lavés. J'ai pas essayé, en fait, je crois pas que ça résisterait au lavage. Mais bon, ils sont tellement faciles à faire et tellement rapides et ils coûtent rien que pour un personnel traitant, ça mérite d'être jeté et d'être utilisé. Pour peu qu'il y ait des petites mains qui décident chez elles de se mettre aux machines à coudre et d'aider le personnel soignant, puisque le personnel soignant n'a pas été aidé par nos grands visionnaires de la santé qui n'ont pas prévu de trouver des masques, qui n'ont pas prévu assez de lits. Et c'est maintenant que je vais passer au coup de gueule final de ma vidéo, comme dans l'autre, hein. Je peux pas m'en empêcher. J'enlève ça. Tada! Donc, dans ma dernière vidéo, je parlais de l'ion zinc et de son passage dans le cytoplasme cellulaire, donc passage donc qui est permis grâce à un pont ionophore. J'avais précisé donc que la chloroquine était un pont ionophore, mais j'avais aussi vu dans une enquête une étude réalisée en 2014 par des laboratoires, donc la quercétine était également un pont ionophore. On peut retrouver ça, ce sont des publications médicales. En 2014, donc ils ont testé la quercétine comme pont ionophore pour le passage du zinc. Ça a été montré par un test à la fluorescéine, donc on voit réellement l'action. Donc on voit que le zinc bloque vraiment les deux segments de l'ARN messager, et donc le virus ne peut pas se faire répliquer par la cellule. Donc la cellule ne peut pas lire cet ARN. Et donc il devient inactif en quelques jours et il peut pas donc non plus ni se dupliquer ni entamer son processus de virulence via les protéines qu'il aurait pu synthétiser grâce à la cellule. Donc ça c'était dit. Cette histoire de chloroquine, Van Ranst, donc qui fait partie du staff de conseil à notre gouvernement, donc qui travaille à l'AKU Leuven, à l'université de Louvain. Van Ranst le savait, il se savait depuis déjà 2004 que la chloroquine était active contre le SRAS,
et donc qu'elle était active aussi contre le coronavirus, ce fameux virus dont on est soi-disant victime aujourd'hui, coronavirus dont le brevet ont été déposés par Pasteur 1 an avant que la KUL à Leuven donc ne découvre que la chloroquine était efficace. C'est-à-dire en 2003, quoi. Ce virus a été breveté. Donc il était connu. Les virologues le connaissaient. Et les Chinois ont certainement vite identifié le virus. Ils ont peut-être vu une attaque bactériologique. Pourquoi pas? Si on voulait déstabiliser la Chine, c'était l'occasion de tester à grande échelle ce virus. Et puis comme un exercice avait été réalisé avant par la société Bill Gates et Melinda Gates au Forum mondial. Non, pas le Forum mondial. Enfin bon, ça avait été testé aux environs d'octobre 2019, un test pandémique à l'échelle mondiale. Ça s'appelait nCoV-19, ça s'appelait pas Covid-19. On l'a pas appelé Covid-19 parce que ça faisait trop gros, hein. Donc ça a été testé donc un bon mois et demi avant que l'infection ne commence en Chine. Ça a été testé par le 8 gros laboratoires, par l'OMS, par le directeur de l'OMS qui lui avant travaillait pour des laboratoires. Donc il connaissait bien ce virus-là. Donc la Chine a peut-être tout de suite identifié que elle subissait une attaque. Elle a bien réagi. Au 20e mort, elle s'est dit on peut pas laisser faire ça. Elle a jugé nécessaire qu'il faille bloquer toute l'économie du pays, mettre tout à l'arrêt, mettre en quarantaine totale sa population, ses ouvriers, en fait sa main d'œuvre, la mettre en quarantaine. Elle avait suffisamment de masques puisqu'ils les produisent, ils avaient suffisamment de chloroquine puisqu'ils la produisent, et ils avaient suffisamment de respirateurs puisqu'ils les fabriquent, ils avaient de quoi monter des hôpitaux en moins d'un mois, puis parce qu'ils fabriquent toutes les matières premières, c'est l'usine du monde, donc ils avaient tout sous la main pour faire tout ça, et au point que je me demande si finalement c'est vraiment une attaque ou si c'est pas simplement une grosse vitrine de ce que la Chine peut faire. Un gros moyen de rassurer sa population en disant voyez ce que le régime peut faire pour vous, nous on vous protège, et après pour aller à fond dans la démonstration, quand le virus échappe à la Chine et qui commence à se répandre dans le monde, et notamment en Europe, encore plus rassurer sa population en disant regardez comment les autres pays occidentaux, capitalistes et tout, gèrent la situation et foutent leur personnel, leur population dans la merde. Ils n'arrêtent pas leur économie, ils n'ont pas de masques, ils n'ont pas de respirateurs, ils n'ont pas de lit, leurs gouvernements sont incompétents. Donc c'était deux façons pour la Chine de gagner sur tous les coups, quoi. Donc de rassurer la population en disant le gouvernement s'occupe de nous, et en plus regardez les autres gouvernements comment ils s'en foutent de leur population, comment ils les laissent crever, puisque maintenant il y a plus de morts à l'extérieur de la Chine dues au coronavirus que de morts à l'intérieur de la Chine. Donc géopolitiquement c'était un coup de maître de la Chine là. Alors soit c'était voulu, soit elle s'est fait attaquer et elle a réagi de la meilleure façon, et maintenant l'effet boomerang nous revient, quoi. Ce virus breveté en 2003 nous frappe. Alors pourquoi je parlais de masques de contamination en utilisant des guillemets et tout ça? Mais parce qu'en fait la pandémie est artificielle. J'ai vu des vidéos donc du professeur Raoult à Marseille qui vient de redémontrer que la chloroquine est vraiment le traitement. La chloroquine qui étonnamment en France a été avant était en vente libre et pouvait servir dans l'automédication. On allait à la pharmacie, on achetait ce médicament, de la Nivaquine qui existe depuis 70 ans, donc dont les effets secondaires étaient connus, dont on sait que si on ne dépasse pas la dose, on ne se retrouve pas avec une atteinte rétinienne et tout ça. Il faut prendre de la chloroquine pendant des mois et des mois et des mois en dépassant la dose pour avoir des attaques rétiniennes ou des troubles cardiaques. Il faut vraiment dépasser aussi la dose. Mais ça, avec du Dafalgan aussi, vous prenez 6 comprimés de Dafalgan, ça commence à aller un peu mal, hein. Si vous prenez la boîte là, vous êtes bon pour l'hôpital. Donc la chloroquine, c'est la même chose, c'est un médicament qui était en vente libre. La France l'a mis à partir du mois de janvier de cette année, 2020, donc au moment où l'épidémie de coronavirus commençait en Chine à être sérieusement étudiée par les autorités chinoises. Donc étonnamment, la France donc a mis cette chloroquine sous
délivrance uniquement sous ordonnance médicale. On se demande pourquoi, après 70 ans, tout d'un coup, la chloroquine qui est le remède au coronavirus, le remède que Van Rans connaît depuis 2004 pour le coronavirus qui a été breveté en 2003. Donc pourquoi ce remède tout d'un coup s'est retrouvé interdit à la vente sans ordonnance, quand on se demande. Donc, c'est tous des petits points un peu qui me surprennent. Alors, ce qui est étonnant aussi, donc, c'est d'abord que nos dirigeants ici, voyant que la Chine passait avec des camions, je vais me prendre ma clope parce que j'ai envie de filmer sur ma clope. Je peux filmer, on s'en fout. Voyant que la Chine passait avec des camions de désinfectants, donc dans sa grande vitrine de démonstration de comment je m'occupe de ma population, donc il passait à Wuhan, une ville vidée, il passait à Wuhan avec des camions désinfectants qui brumisaient tout l'environnement, certainement avec du Dettol ou un truc comme ça, pas avec du gel hydroalcoolique, hein, beaucoup trop cher. Donc, voyant la Chine faire ça, nos dirigeants auraient dû se dire, mais purée, qu'est-ce que c'est que ce vieux coronavirus? Alarme, prévoyons des masques, prévoyons du matériel, faisons venir des respirateurs, commandons des respirateurs, des machines respirateurs en Chine, équipons nos hôpitaux, faisons quelque chose. Donc moi, j'ai réagi comme ça en voyant cette histoire en janvier. Je me suis dit, ils vont pas pouvoir le circonscrire à Wuhan, parce que la Chine, c'est un pays tellement immense, c'est tellement de gens, c'est tellement de gens, de Chinois qui circulent dans le monde, en Afrique, en Italie, partout. Donc je me disais, j'espère que nos gouvernants prennent des mesures. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser, donc moitié janvier, à ce virus, et que j'ai commencé à fouiller dans la littérature, à découvrir toutes ces histoires de ponts ionophores, d'études faites plus tôt, 2014 pour la quercétine, 2004 pour la chloroquine. Donc je me suis renseigné là-dessus. Pour mes enfants, donc j'ai étudié des solutions, puisqu'on parlait pas à ce moment-là de traitement et qu'il était plus possible d'obtenir de la chloroquine. J'ai essayé d'en commander en Grande-Bretagne, en Espagne, chez nous, Pharma et tout ça, impossible à trouver. J'en ai commandé au Canada, elle n'est jamais arrivée. Donc voyant tout ça, je me suis dit, tiens, comment je vais protéger mes filles? Eh ben, donc après les vacances de carnaval, moi-même, je les ai pas mises de moi-même, je les ai pas mises à l'école. Elles ne voulaient pas, de toute façon, puisque je suis veuf, qu'elles n'ont plus de grand-mère, qu'elles n'ont plus de maman, elles n'ont plus que leur papa, donc elles voulaient pas être portées sur la conscience l'idée de revenir avec le coronavirus et d'avoir infecté leur papa. Donc on s'était mis d'accord, on avait discuté, et elles étaient d'accord de rester une semaine, avant que les écoles ne soient fermées, elles étaient d'accord déjà de rester une semaine avec moi. On s'était mis à l'isolement, on savait pas ce qu'était ce virus, donc on prenait garde. Je leur avais fait de la vitamine C liposomale. La vitamine C liposomale, en fait, elle est absorbée quasiment à 90% par l'estomac, tandis que la vitamine C en comprimé, d'abord, elle est sous-dosée, et en plus, si on donne la dose nécessaire pour avoir de la vitamine C efficace dans le corps, pour renforcer le système immunitaire, ben, il faudrait prendre tellement de comprimés qu'on aurait une chiasse pas possible. Donc, j'avais fait de la vitamine C liposomale, on s'était déjà mis en cure. On mangeait beaucoup de légumes, beaucoup de crucifères. J'avais diminué la température de l'appartement pour stresser un peu le corps, s'habituer au froid, parce que les périodes de stress renforcent le système immunitaire, si elles sont suivies après de périodes qui rassurent. Donc un petit stress, quelques jours, il fait froid, le corps se dit tiens, il se passe quelque chose, je dois développer des défenses, et puis après 3 jours, pour rassurer le corps, pour rassurer l'esprit, ben on remet la température et hop, qu'on reconfort. Donc le corps s'habitue à ce que celui qui le possède s'en occupe bien, et donc se rassure, et donc le moral est bon, le niveau de stress diminue, donc le niveau immunitaire augmente. Donc on s'était mis dans cet état d'esprit-là. On avait de l'argent colloïdal comme antiviral pour désinfecter les voies nasales s'il avait fallu, pour désinfecter l'organisme par Péros, donc s'il avait fallu aussi. Donc tout ça on avait du zinc, on avait de la quercétine. Donc j'étais assez serein chez moi, et je pouvais trouver une façon d'aider
d'aider les personnes en fabriquant mes masques, donc tranquillement, à domicile pour pas trop cher, et d'être un citoyen actif et efficace, quoi, qui travaille pour ses congénères. Donc ça, c'est comment nous, on s'y était préparé. Alors, et si moi j'ai pu le faire, si moi j'ai pu avoir accès à toutes ces données avec mon simple internet depuis la mi-janvier, ben nos dirigeants, ils pouvaient le faire depuis longtemps aussi. Se mettre au courant et donner des consignes claires à la télévision, à la population. Voilà comment vous allez pouvoir vous renforcer, voilà comment vous allez pouvoir gérer votre état de stress, vous ramener à un système immunitaire puissant. Il y avait moyen, quoi, d'informer sa population, parce que lavez-vous les mains, ne vous approchez pas d'un mètre, puis ne vous approchez pas d'1,50 m, puis vous pouvez aller à l'école, puis vous ne pouvez plus aller à l'école, puis vous pouvez aller dans certains magasins, mais pas dans les autres, vous pouvez y aller le week-end, mais pas en semaine, mais pas le week-end, et puis maintenant pour arriver au confinement, tout ça c'est toutes des mesures qui augmentent le stress des gens, donc qui diminuent leur système immunitaire, et donc qui affaiblissent la réponse à un virus. D'abord, hein, je veux dire, déjà pratiquement. En plus de ça, ne pas prévoir de masques, ne pas prévoir de lits d'hôpitaux suffisants, mettre sous tension le personnel soignant, mettre en première ligne, ça aussi, quand je suis allé porter mes masques à l'hôpital Tilerio, je tombe donc sur un petit stand, enfin une sorte de petit équipement externe à l'hôpital pour ne pas ramener les germes directement dans l'hôpital. Donc ils ont fait une station temporaire à l'extérieur de l'hôpital. Et là, je tombe sur des médecins. Je suppose que c'était des médecins puisqu'ils avaient le stéthoscope autour du cou, le médecin à qui je m'adresse pour donner mes masques. Moi, j'arrive avec mon masque, j'arrive avec mes lunettes, mes gants, je m'étais désinfecté avant, mes masques étaient stérilisés et tout. Et là, je tombe sur des médecins qui sont là en première ligne, donc à l'accueil de n'importe qui, sans masque, sans rien comme protection. Donc d'abord, si l'équipe soigne, enfin le conseil de scientifiques qui conseille notre gouvernement sur les mesures à prendre, expose ses généraux en première ligne, c'est-à-dire les médecins sont précieux en Belgique et partout. Un médecin, c'est des années d'études, ça coûte une fortune de fabriquer un médecin, et ce sont des gens avec normalement qui devraient être l'équivalent de généraux dans une armée. Donc on met pas ces généraux en première ligne sans armes face à un ennemi. Déjà ça, c'est une absurdité totale. Donc là, j'étais révolté. Ils étaient tout contents de recevoir mes masques. Merci. Tout ça n'est pas normal. C'est pas moi qui dois penser à la défense du pays, à la façon de mettre les généraux et à la façon de leur donner des armes. Hein. Ça devait être pensé bien avant. Donc tout ça me laisse à penser que c'est organisé, Et pourquoi c'est organisé? Ben parce que donc dans les dernières vidéos du professeur Raoult de l'IHU de Marseille, elle date d'il y a un jour ou deux, c'était le lendemain de ma vidéo sur les masques qu'il a fait cette vidéo-là. Donc où il parle vraiment de l'effet de la chloroquine, il montre statistiquement que elle fait chuter la charge virale en moins de 6 jours, 75% des patients traités chutent, ils ne sont plus porteurs du virus, donc sont guéris, quoi, médicalement guéris après 6 jours de traitement à la chloroquine, à l'hydroxychloroquine en fait, parce qu'elle est plus soluble, donc elle est meilleure même que la chloroquine phosphate. Donc il démontre tout ça par des graphiques, il démontre face à une population test dans un autre hôpital où ils n'ont pas utilisé la chloroquine et où là, après 6 jours, 90% des patients étaient encore en charge virale totale, c'est-à-dire pouvaient encore déclencher pendant X, parce que on reste en charge virale sans défense immunitaire pendant à peu près 20 jours. Et pendant ces 20 jours-là, tout peut arriver. Une bactérie peut venir s'installer dans les poumons déjà affaiblis par le coronavirus, donc on se retrouve avec des surinfections, on se retrouve avec des gens déjà faibles qui vont faire des complications, qui vont mobiliser du 4-5 personnels soignants de pointe pour les maintenir sous respirateur pendant 12 jours. Tout ça, c'est une logistique infernale, uniquement due à la charge virale qui n'est pas réduite. Et donc le professeur Raoult l'a démontré, cette fois-ci ça y est, on pourra plus dire que c'est pas scientifique, qu'on teste du remdesivir, de ritonavir, du lopinavir, tout ça ne sert à rien, qu'on cherche un vaccin, ça ne sert à rien puisqu'on a la chloroquine depuis 1934. Donc et que on sait maintenant que la chloroquine, elle est le pont ionophore qui permet le passage du zinc, et que c'est le zinc qui traite en fait. Mais comme d'habitude il est en extracellulaire, il n'est pas en intracellulaire, ou il est en trop faible dose en intracellulaire, il n'a pas cette action sur l'ARN des virus.
Donc cette fois-ci, avec la chloroquine, on le fait passer à l'intérieur, il agit, il stoppe la charge virale, 6 jours plus tard, vous êtes guéri, rentrez chez vous, merci. Et ça marche chez les patients asymptomatiques. Alors, pourquoi est-ce que chez nous, on joue sur cette frayeur d'attraper le coronavirus avec un taux de mortalité comme en Italie, allant jusqu'à 8% des cas détectés? En fait, il n'y a pas 8% des cas de contaminés, c'est 8% des cas détectés. Et comme on a organisé la carence de masques, la carence de respirateurs, on a aussi organisé la carence de réactifs pour le test. Et donc, on en arrive à avoir une vision complètement biaisée du nombre de cas infectés. Et il doit certainement courir en Belgique des dizaines de milliers de gens qui sont déjà porteurs asymptomatiques, qui feront jamais la maladie, donc, ou qui la feront avec des symptômes légers comme une grippe, mais ceux-là ne seront pas référencés. Donc on arrive à des taux de mortalité énormes pour ceux qui se présentent à l'hôpital avec des symptômes et qui seront référencés dans les cas positifs, évidemment. Donc à ce moment-là, comme on a très peu de cas positifs référencés, le peu qui est de morts donne une impression en pourcentage que ça va être énorme. Et c'est pour ça que maintenant je me demande si finalement la Grande-Bretagne et la Hollande n'ont pas raison de laisser courir la maladie comme n'importe quelle grippe, quoi que ce soit quand même criminel, et je vais expliquer pourquoi après, parce que finalement ils savent que le nombre de cas de cas testés positifs est largement inférieur au nombre de cas réels positifs, et que le nombre de cas réels positifs vont rien déclencher comme symptômes, et on saura jamais qu'ils avaient été positifs. Donc ils misent sur cette immunité naturelle. Et donc on nous bloque un pays en négligeant le boulot que tout médecin doit faire, c'est-à-dire poser un diagnostic et appliquer un traitement et se référencer à des molécules connues. Il étudie pour ça, le médecin, il est censé faire ses études, donc il doit connaître tous les médicaments, il doit lire des revues scientifiques comme moi je me suis permis de le faire en allant simplement sur internet, et je suis pas médecin, hein. Donc un médecin doit être au courant de ça, il doit être armé intellectuellement, il doit pas être exposé en première ligne sans masque dans un petit stand d'accueil des patients, il doit être, c'est un boulot d'intellectuel médecin, et donc il doit poser diagnostic, c'est-à-dire faire un test sur les gens. Si on craint un risque de pandémie, comme on essaie de nous faire croire, à ce moment-là, on prévoit des tests en suffisance pour pouvoir gérer une pandémie. On gère pas une pandémie au pif en fonction des symptômes des gens qui arrivent à l'hôpital, et des symptômes qui peuvent être confondus avec d'autres virus, la grippe, le SRAS, n'importe quoi d'autre. Hein. Je sais pas combien Pasteur en a déposé des virus, quoi. Donc ces symptômes sont communs. Donc on n'a même pas une vision réelle de ce coronavirus, celui-ci, le Covid-19. Donc les médecins ne peuvent pas poser une thérapie efficace s'ils n'ont pas de diagnostic efficace. Et le diagnostic efficace, professeur Raoul, là, je pointe toujours par là, c'est parce que mon écran internet est là-bas, quoi. Hein. Ce professeur Raoul, donc il démontre qu'avec l'examen PCR, donc le Polymerase Chain Reaction, en modifiant les amorces, je sais pas trop à quoi ça correspond parce que là, je n'ai pas encore été tout étudié, hein, mais en modifiant les amorces, tous les laboratoires quasiment peuvent faire ces tests très très vite. Et en plus, j'ai entendu que l'université de Namur, mais maintenant il faut savoir si c'est vrai aussi, parce que il y a tellement de gens qui disent avoir découvert plein de choses. Les Australiens aussi viennent de redécouvrir la chloroquine. Donc l'université de Namur a dit qu'ils avaient obtenu un test hématologique rapide pour pouvoir tester positivement le coronavirus sur une large échelle. À raison de 400 tests par jour, ils en sont tout fiers. Alors que le professeur Raoul, lui, il en fait 1100 par jour dans son laboratoire. Et que si tous les laboratoires s'y mettaient, on pourrait faire 1100 tests par jour, comme la Corée, comme la Chine, c'est-à-dire avoir un nombre de tests sur une population très large, même asymptomatique, en ciblant des clusters, des régions contaminées, en disant voilà, présentez-vous un tel jour, on vous fait le frottis de gorge, on teste dans la journée, vous savez si vous êtes positif, et si vous êtes positif et encore asymptomatique, directement chloroquine ou quercétine, pont ionophore, zinc, on casse la maladie, et il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas d'épidémie, et ça revient à 2-3 euros de traitement à la chloroquine par personne. Donc, on le sait, le gouvernement le sait. Donc, derrière ce confinement, derrière cette pseudo-pandémie,
il y a forcément autre chose. C'est de l'ingénierie sociale qu'ils sont en train de faire. Ils testent nos populations, ils testent l'imbécilité de nos populations qui ont été sous-éduquées depuis une ou deux générations, donc ils sont plus capables de penser d'eux-mêmes, qui sont bons à liker des trucs sur Facebook, à se partager des vidéos de chats ou de n'importe quoi. Nos concitoyens, quoi, qui s'intellectualisent plus, qui ne comprennent plus rien. On leur fait un test à l'échelle réelle pour voir jusqu'où ces moutons seront capables d'accepter un confinement, sont capables d'accepter un ordre policier qui va leur demander où est-ce qu'ils vont, pourquoi vous vous baladez à plus de 2 personnes dans la rue, tout ça simplement sur une épidémie fictive, et simplement parce que les gens boivent ces soi-disant informations, ces journaux télévisés et tout, comme si c'était du petit lait, alors que tout est bidon là-dedans. Toutes les informations qu'on nous a données, le coronavirus n'a pas appris à sauter de 1 mètre de distance à 1 mètre 50 et puis à 3 mètres de distance. Il n'a pas appris à sauter d'une maison à l'autre au point qu'il faille confiner les gens. C'est pas le coronavirus. Donc ce qu'on nous disait il y a 2-3 semaines était faux. Quand on nous disait que c'était une grippette, ouais, ça c'est vrai. Par contre, quand on nous disait que c'était une grippette, c'était vrai. Mais ils savaient derrière qu'il fallait pas trop que ça se dise, quoi, parce que comme on prévoyait de faire un plan de panique totale, un plan d'écroulement du système économique, un plan de licenciement en masse, un plan de pillage de l'argent public pour venir en aide à des sociétés qui étaient de toute façon en danger, certainement dû à la situation économique et pas du tout au coronavirus. Le coronavirus tombe à point pour couvrir l'échec de notre société, l'échec de nos systèmes, l'échec du système du secteur tertiaire, en fait. On n'a plus de système de production, on n'a plus d'usine, on n'a plus rien, et là on l'a vu avec nos masques. Donc tout ça était pourri et chancelé depuis le mois de septembre que la BCE et la Fed aux États-Unis imprimaient des milliards et des milliards d'argent fictif, de l'argent papier. Ben on savait que ça allait s'écrouler. Et les Chinois, pourquoi ils n'envoient pas des masques et tout? Ils ont pas envie de se faire payer de l'argent papier, de l'euro ou du dollar qui vaut plus rien. Ils ont raison, les gars. En plus de faire une démonstration que l'Europe ne sait pas s'occuper de ses populations, en plus, bah ils gardent leur matière parce que ça sert à rien de la donner contre du dollar et de l'euro qui vaut plus rien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des matières premières, comme on trouve en Afrique, comme ils veulent du pétrole, comme on trouve en Russie. Ils veulent une route de la soie, ils veulent des trucs réels, quoi. Les Chinois, c'est pas des cons. Donc ils vont pas se satisfaire d'euros pourris, et en plus ça tombait tellement à pic de pouvoir démontrer que le système était foutu que bah ils allaient pas se gêner, hein. Et maintenant ils peuvent jouer les sauveurs comme les Américains ont joué les sauveurs en 45 en venant soi-disant libérer l'Europe et nous imposer un plan Marshall. Maintenant les Chinois seraient en mesure de le faire, évidemment. Et d'abord ils débarquent déjà en Italie avec leurs quelques masques, avec leurs savants et tout. Bah c'est pour nous imposer plus tard un plan Marshall. On aura été sauvés par la Chine cette fois, quoi. Mais nos concitoyens sont trop cons pour comprendre ça. Tous les gens à qui on signale ça, à qui on discute, mais ils nous prennent pour des fous. Un mec en dreadlocks comme ça, ou bien un professeur Raoul avec des longs cheveux, une tête de mort et une montre rouge et des chemises roses, quoi. Évidemment que le plus grand virologue du monde, on va le prendre pour un con. Évidemment qu'un mec en dreadlocks qui réfléchit, qui étudie et tout, et qui prévient les gens autour de lui, qui dit écoutez, voilà, préparez-vous parce que quelque chose de bizarre se passe avec ce coronavirus, tout ce que j'ai lu n'est pas logique, et toute la réaction du gouvernement, toute la réaction de ces cellules de crise et tout n'est pas logique. La réaction de Macron, quoi, ce mec qui n'arrête pas de se bouger le nez comme ça, quoi, avec des yeux les rétines complètement microscopique et qui fait tout le temps ça, quoi. Ce gars-là, quoi, qui vient à la télé annoncer que la France est en guerre. Putain, les peuples font confiance à ça comme dirigeant. Et nous, c'est la même chose. On est resté 500 jours sans gouvernement il y a quelques années de ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? 500 jours sans gouvernement. Ils déclarent une guerre à la Syrie ou à la Libye, je sais plus laquelle guerre. Ils avaient déclaré une guerre complètement infondée, puisque quand on cherche, on comprend que Daesh est une création, et on sait bien qui a créé Daesh et tout ça, c'est la même lignée qu'Al-Qaïda, quoi. Donc on sait qui a créé ces trucs-là, on sait qui veut ces guerres, on sait
Ce que les gens savent pas, c'est pourquoi. Mais bon, je vais pas partir dans des explications ici. Mais c'était quand on n'avait pas de gouvernement. Puis maintenant, ces décisions sur le coronavirus, c'était encore quand on n'avait pas de gouvernement. Et puis maintenant, on se retrouve avec un gouvernement qui a des pouvoirs spéciaux. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre Parlement, représentant le peuple, ne peut même plus s'exprimer, qu'un gouvernement, une petite clique, qui a pris les pires décisions jusqu'à maintenant, va pouvoir diriger nos vies au point de nous enfermer chez nous et de nous empêcher de sortir à 2 personnes dans la rue quand il fait beau comme ça et que les gosses en peuvent plus. Moi non plus, j'en peux plus. Tout ça pour une pandémie fictive, bordel. Parce que si on testait tout le monde, toute la population belge, tout d'un coup, avec des PCR en réquisitionnant, c'est-à-dire cette fois-ci, en utilisant l'armée et les flics, nos flics, notre armée, pour aller obliger les laboratoires à changer les amorces sur les tests PCR et faire ces tests PCR et déterminer dans la population qui est vraiment positif au coronavirus et qui ne l'est pas et qui sera traité à la chloroquine pendant 4, 5, 6 jours. Eh ben, là, il serait vraiment efficace. Notre argent, notre service public serait vraiment efficace, quoi. Et je peux en parler que le service public, il a rien foutu, hein. Parce que moi, j'ai une histoire personnelle où je peux démontrer par 1000 arguments que le service public, c'est plus rien, quoi. Et c'est ceux qui font partie de ce service public, les flics, l'armée, les médecins, et tout ça, ils devraient putain se rendre compte de ça, qu'on les manipule, qu'on les utilise, quoi, pour asservir les populations au lieu de les élever. Les populations qui comptent sur eux pourtant. Donc, si on envoyait l'armée et tout dans ces laboratoires, si on nationalisait les laboratoires qui refusent de fabriquer de la chloroquine, si notre pouvoir était utilisé à bon escient, eh ben, on viendrait à bout de pas mal de choses. Et pourquoi on parle pas de la chloroquine? Pourquoi on parle pas du zinc? Pourquoi on parle pas de la quercétine, de la vitamine C liposomale, de l'argent colloïdal? Tous ces trucs qui ont été découverts il y a je sais pas combien de temps. Pourquoi? Mais c'est parce que le zinc, il se dit pas, tiens, oh, le coronavirus, le Covid-19, tiens, je vais agir contre lui. Ben non, le zinc, il agit certainement aussi, j'en sais rien, mais ma déduction est celle-là, c'est qu'il agit également contre le HIV, certainement, contre l'Ebola, contre la grippe normale, contre plein de virus où il tombe sur un ARN et il bloque cet ARN-là, quel que soit le nom du virus. Et donc, si c'était si connu qu'une bête molécule, de la bête vitamine C, un peu d'acide acétylsalicylique, l'aspirine et tout ça viennent à bout des grippes, et qu'en plus on peut le coupler avec un antibiotique, parce que l'histoire aussi, les antibiotiques c'est pas automatique, c'est soi-disant résistance et tout ça est bidon évidemment. Qu'est-ce qui est pas automatique? C'est le brevet sur les antibiotiques qui est tombé dans le domaine public, et à ce moment-là les laboratoires doivent inventer un truc pour trouver des autres molécules un peu variantes qui fonctionnent moins bien, mais sur lesquelles ils auront les brevets au moins pendant 10 ans. Et à ce moment-là ils disent les antibiotiques c'est pas automatique, et ils vous en sortent un autre à chaque fois. Mais là, si les antibiotiques devraient être automatiques, moi chaque fois que j'étais gosse qu'on avait un truc, le médecin prescrit l'antibiotique, 3 jours plus tard on était sur pied. Maintenant on ne les prescrit plus, et on se tape une grippe pendant 1-2 semaines, on se fait des complications, angine, bronchite, on nous vend du bronchostédal, du rhinospray, une batterie de trucs qui ne servent à rien, alors que les molécules essentielles existent depuis toujours. Bon sang, pas depuis toujours, mais depuis un bon moment. On s'est laissé avoir par Pasteur. Pasteur s'est braqué sur le pathogène au lieu de se braquer sur le corps. Il s'est intéressé aux microbes au lieu de s'intéresser à l'organisme et au système immunitaire, à nous, quoi. Et les médecins ont suivi là-dedans. Ils deviennent des prescripteurs pour les laboratoires pharmaceutiques et pour l'intérêt de la pharmacienne qui va vendre plein de trucs qui servent à rien, qui coûtent une fortune. La chloroquine coûte rien, la quercétine c'est encore moins cher, le complément de zinc c'est rien. Avec une boîte on peut faire 10 grippes. Et l'acide ascorbique, la vitamine C, ça se vend au kilo. Et ça se prépare dans un mixeur, on peut faire de la vitamine liposomale en quelques minutes et on est tranquille. Il suffit de faire une cure ou 2 par an et on se tape jamais plus rien. Mais ça, ils veulent pas qu'on le sache, évidemment. Ils veulent pas qu'on sache ces méthodes-là. Et les médecins, ça les intéresse pas d'avoir moins de malades. Les pharmaciens, ça les intéresse pas de vendre des molécules qui coûtent rien. Et les laboratoires, encore moins. Mais voilà pourquoi je suis en putain de colère. Voilà ce que j'apprends à mes filles, voilà ce que vous devriez apprendre aux vôtres. Et vous deviez d'abord apprendre vous-même. Bougez-vous pour comprendre ces choses, quoi. Et fabriquez des masques en attendant, parce que pour l'instant, ils vont laisser pourrir la situation. Mais alors pourquoi
Ah, mais j'ai déjà expliqué hein, pourquoi le taux de mortalité était fort. Ben, c'est parce que forcément, comme on traite pas les asymptomatiques, ben, la maladie se diffuse et elle tombe forcément sur des gens plus faibles. Et qui se présentent à l'hôpital, ben, c'est les gens plus faibles. Quand on a une grippe et que tout se passe bien, on la guérit soi-même chez soi, on va pas à l'hôpital, donc on rentre pas dans les statistiques. On fait une évaluation du nombre de personnes atteintes par les statistiques. On se dit la grippe tue 0,1% sur évaluation. Et ben, normalement, je suis sûr que si on faisait l'évaluation sur ce coronavirus, ben, on arriverait au même chiffre en fait. On n'arriverait pas à des 8% comme en Italie, mais ceux qui arrivent à l'hôpital, ceux qui présentent des gros symptômes, ben c'est déjà les personnes faibles, donc on expose ces gens-là pour rien, quoi. On expose ma grand-mère, on expose mon père qui est plus, lui il est en pleine santé par contre, hein. Mais on l'expose parce que du fait de son âge, parce que s'il y a un moment il n'y a pas assez de respirateurs et qu'on doit faire des choix thérapeutiques, donc obliger nos médecins, nos pseudo bons médecins à faire des choix psychologiques pareils, à devoir choisir non, au-dessus de 50 ans je le mets pas sous respirateur parce que j'en ai pas assez, je vais traiter un de 30 ans. Moi j'ai peur que ça arrive à mon père. Un truc pareil, mais je crois pas parce qu'il est balèze quand hein. Il a aussi de la vitamine C, je lui en ai fait, et j'ai donné de la quercétine et du zinc pour le cas où il y aurait des symptômes, j'ai tout expliqué. Mais imaginons ces personnes de 70 ans qui savent pas ces choses-là, qui arrivent à l'hôpital avec des symptômes et qui finalement terminent en situation d'encombrement pulmonaire avec surinfection et tout ça, à qui on ne donnerait pas de l'azithromycine par exemple comme antibiotique, l'azithromycine. Eh ben, ces gens-là vont faire des complications, vont avoir besoin d'un respirateur, et au moment, un médecin, on va lui obliger de faire le choix de ne pas foutre un respirateur. Alors que si il s'en était, s'il en était resté à son rôle de médecin, et surtout les généralistes, c'est les généralistes qui se plaignent de ne pas avoir de masque, surtout eux, s'ils en avaient joué le rôle de médecin généraliste, donc en première ligne au front, et d'exiger des laboratoires qu'on fasse ces putains de tests PCR, et d'avoir un diagnostic dans les 24 heures pour savoir que donner à leurs patients qui arrivent avec des petits symptômes, eh ben, si on avait fait ça, mais jamais il arriverait des grands cas dans les hôpitaux, jamais on serait engorgé. Et si on s'était occupé de nos hôpitaux, qu'on n'avait pas claqué l'argent public pour rien dans toutes ces sociétés auxquelles on va venir en aide et qui nous servent à rien, à part nous pourrir la vie, eh ben, si les hôpitaux étaient de pointe et tout, ben, on aurait assez de respirateurs, on aurait assez de masques et tout ça en plus, quoi. Donc, ça forme un tout, cette histoire-là. C'est de l'ingénierie sociale, du contrôle des peuples, et on est en train de tomber dans une dictature avec un gouvernement qui a des régimes spéciaux, et on a passé un an sans gouvernement, et la fois d'avant c'était 500 jours, et ils s'en foutent, quoi. Ils arrivent à faire tourner la machine, et ça arrange tous les lobbies qu'il n'y ait pas de gouvernement. Et encore plus quand il n'y a pas de parlement pour nous représenter. La machine est malade, c'est celle-là qui est malade, la machine. Et elle est malade de l'abrutissement des citoyens qui ne défendent plus leur démocratie. Démocratie, c'est cher, quoi. On doit vivre pour une démocratie, bordel. On doit pas laisser partir ça comme ça en couille sans réagir. On a marché à 300 000 pour un Dutroux qui avait tué combien, je sais même plus, 4 ou 5 jeunes filles, j'en sais plus rien. Et ici, on est prêt à laisser crever plein de gens comme en Italie, des milliers, tous sans bouger. Et merde, quoi. Faisons des marches blanches alors, hein, habillés en personnel soignant, tiens, ou avec des masques blancs. Donc une démocratie, on doit s'en occuper, quoi, nous-mêmes. Et quand on vote, normalement on a droit à un gouvernement, on vote pour avoir un gouvernement. Et si après 300 jours ils sont pas fichus de nous avoir donné un gouvernement alors que c'est notre droit d'en avoir un gouvernement pour lequel on a voté, eh bien alors il faut changer les institutions, le mode de fonctionnement des institutions, parce que ça veut dire qu'elles sont pourries, quoi. Que les institutions sont pas fichues de nous donner un gouvernement alors que c'est notre droit. On vote pour un gouvernement démocratique. On y a droit, on peut pas rester 500 jours sans gouvernement et déclarer des guerres pendant ce temps-là, encore 300 autres jours et déclarer des pandémies, et après encore un an sous pouvoirs spéciaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et les Belges, merde, vous vous réveillez ou quoi? Maintenant que vous avez appris à faire vos masques, bas les masques maintenant, bas les masques, quoi. Vous pouvez partager mes vidéos, bien sûr, mais ils vont la bloquer, évidemment. Alors, parce que l'ingénierie sociale est puissante et parce que il y a très peu de groupes sociaux, de réseaux sociaux, donc le contrôle est très, très restreint, donc ils vont pouvoir bloquer cette vidéo, évidemment. Mais il faut que vous fassiez vos propres vidéos et contactez votre petit réseau de personnes et d'amis avec lesquels vous partagez, avec lesquels vous likez.
amis, eh ben, faites votre vidéo, une différente de la mienne, comme ça les moteurs ne pourront pas identifier l'image et le son, et pourront pas la bloquer du premier coup. Et forcément, si tout le monde fait sa petite vidéo, et signale à ses potes ce que je viens de dire, avec ses mots à lui, avec des mots que ses potes comprendront, si tout le monde fait ça, si tout le monde décide de maintenant mettre sa propre vidéo, donc ne même pas partager, on peut partager la mienne bien sûr, mais elle tiendra le temps qu'elle tiendra, j'en sais rien combien de temps elle tiendra, mais l'intérêt c'est pas de partager ma vidéo, ou c'est pas de dire que c'est moi qui l'ai dit ou quoi, c'est tout le monde, moi je suis la Belgique, je suis les citoyens, ou si j'étais en France je dirais la République c'est moi, quoi, voilà ce que je dirais, parce que c'est ça qu'il a voulu dire, hein. La République c'est moi, ici, ben, la citoyenneté c'est moi, mais c'est pas moi, c'est tout, c'est vous, c'est les gilets jaunes, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est la prise en main par le peuple de son avenir, de son devenir, de ses institutions, de ce qu'il veut, quoi. Bordel. Ça va, Pernel, Malson? Qu'est-ce que tu veux parler? On t'entend, hein. Il vous en met dans la tête, hein, papa. Punaise, quoi. Et il faut en venir à bout, hein, de cette épidémie, cette pseudo-épidémie. Il faut que vous bougiez, les gars, hein. C'est pas à moi de faire tout le boulot, de faire tous les masques, hein. Moi, je les fais tomber, les masques, maintenant. À vous de prendre la relève, à vous de faire tomber chaque masque comme ça, et d'aller dénicher, et de pas vous satisfaire d'informations qu'on vous balance comme ça, et vous prenez pendant une demi-heure le soir, comme du petit lait avant de vous mettre au lit après une journée de boulot. Là, putain, ils sont en train de pourrir toutes vos journées de boulot pour rien. Comment ils vont rattraper le coup des milliards qu'ils sont en train de lâcher? C'est sur votre dos, hein, qu'ils vont sauver les banques comme ils ont fait en 2008. Ils vont encore nous endetter à mort avec de l'argent papier, de l'argent qui vaut rien. Et vous travaillez pour rien. Le secteur productif, donc les ouvriers, les salariés, tout ça, travaillent pour rien, bordel. Pour engraisser ce truc. Cette machine à vous abrutir, cette machine à vous clouer chez vous quand il fait si beau et à vous empêcher de vous balader dans la rue sans une attestation ou n'importe quoi pour tomber sur des magasins fermés. Vous pouvez même pas aller à un magasin de bricolage pour dire de trouver du truc pour réparer un peu votre intérieur. Non, non, on vous a bloqué chez vous et vous aurez droit à un petit peu de bouffe et vous ferez la file avec des distances d'1,50 m, du social distance, n'importe quoi. Le social distance, il est sur vos réseaux déjà depuis un bail, tous vos amis, tous vos réseaux sociaux. Il est là, le social distance. Parlez-vous, quoi. Sortez, allez aider les caissières, allez aider vos médecins qu'on fout en première ligne. Dites-leur la vérité, faites des vidéos, surtout faire des vidéos, parce que c'est ça qui va, si on les submerge de vidéos personnelles, chacun fait sa petite vidéo, ils pourront pas foutre un moteur, un robot qui va analyser les images, qui va analyser les pixels et qui va pouvoir dire, ah, ça c'est la vidéo qu'on doit bannir, c'est la vidéo du Rasta machin, on doit la bannir celle-là, elle peut pas être partagée, elle doit être réservée à un public averti. Ils pourront faire ça avec leur ordi et ma vidéo et ma voix et tout ce que je dis ici. Tandis que si chacun fait sa propre vidéo, si chacun a un fond différent derrière, un visage différent, une voix différente, un son différent, ben le robot il va patauger, il pourra jamais vous censurer. Mais les vidéos, vous en faites chacun une et vous les diffusez à vos potes et on les comparera, tiens, on verra qui convainc plus les autres. On s'en fout de toute façon. Le pouvoir c'est nous. Il est temps de changer ce truc. Moi j'ai pas envie que mes filles vivent dans un monde pareil où on peut leur interdire de sortir. Je veux pas ça, quoi, hein. Et je suppose que personne veut ça pour ses enfants. Et on est 99%, hein. À 99%, les 1%, ils tiennent pas, hein. Ils tiennent uniquement parce qu'on le veut. Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Alors, levons-nous, quoi. Debout, les damnés de la terre. On en reste là? Ouais, ça fait 1 heure, là. Ouais, 1 heure? Oui. Ouais, je coupe. Bye bye.